Les enjeux mondiaux. Ferdinand Ditengo Mboumi. Bonjour à tous. Dans cette émission, nous allons aborder les enjeux qui se dessinent en République démocratique du Congo, avec notamment les prochains scrutins électoraux très attendus dans le pays par non seulement les acteurs politiques congolais, mais également par les voisins immédiats et les partenaires de la RDC. L'élection présidentielle notamment aura lieu 2 ans après l'expiration du mandat de Joseph Kabila, nommé au pouvoir en 2001, après l'assassinat de son père, puis élu en 2006 et réélu en 2011 président de la République. La convocation du collège électoral congolais pour le président de la République, les députés nationaux et les élus provinciaux est donc prévue le 23 décembre prochain. De par la richesse de son sous-sol, le pays fait l'objet de nombreuses convoitises. La RDC, qui détient à elle seule plus de 80% de la production mondiale du cobalt et du coltan, vient d'apporter quelques modifications de son code minier, des modifications boudées par certains opérateurs et partenaires de la RDC. Également dans cette émission, les enjeux géopolitiques et géostratégiques de la RDC, avec un regard sur les liens bilatéraux entre Kinshasa et Moscou, mais également l'ingérence ou pas des puissances étrangères en République démocratique du Congo. Pour nous éclairer dans notre démarche, nous avons fait appel à 2 spécialistes congolais, Jean-Marie Kassamba, éditorialiste, et maître Guillaume Manjolo, également secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens, une formation politique de la majorité présidentielle à Kinshasa. Le processus électoral est donc lancé en République démocratique du Congo. Les Congolais devraient se prononcer le 23 décembre prochain, notamment sur leur futur président de la République, les députés nationaux et les élus provinciaux. Tout d'abord, le contexte politique de la RDC depuis 2011 avec vous, Jean-Marie Kassamba. Il faut se rappeler que lorsque Joseph Kabila postule pour un second mandat en 2011, il y avait déjà une certaine hostilité à ce qu'il ne puisse pas être élu président. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de mouvements anti-élection de 2011, poussant même d'ailleurs l'organisateur des élections en 2011 de ne pas le faire. À l'époque, c'était Ngoï Mulunda. Mais il y a eu de l'obstination de la RDC à faire ces élections. Il y a eu élection. Et vous avez vu que juste après, on a contesté. Mosengo a commencé en premier, mais les autres puissances également, quand Tshisekedi s'autoproclame président, tout ceci était dans le sens de discréditer un second mandat. Durant tous ces mandats, il y a eu toute une dynamique de vouloir affaiblir la RDC pour pouvoir peser sur le scrutin à venir. Aujourd'hui, la RDC est en processus électoral. L'objectif des grandes puissances, et je vais vous le situer à peu près, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, mais surtout la Belgique, c'est qu'il faut tout faire pour faire changer ou changer carrément le leadership actuel en RDC, en commençant par son président, la majorité actuelle au pouvoir. Et donc tous les moyens sont bons pour pouvoir le faire. Ils ont tenté d'abord avec ce qu'on appelait à l'époque le mouvement citoyen, c'est ce qu'on appelait les révolutions qui venaient du printemps arabe, en descendant vers le Burkina Faso, etc. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé avec le G7, le schisme, ce qui était dans la majorité présidentielle, Katumbi et tous les restes. Ils sont partis pour pouvoir affaiblir encore le leadership pour que Joseph Kabila soit en position de faiblesse. Ça n'a pas fonctionné. Et la dernière tentative, c'est Genval. Avec cette fois-là, Tshisekedi, encore lui, il est encore en vie, rassemblant tous les opposants pour pouvoir peser pour une éventuelle révolution à Kinshasa. Maintenant, l'avant-dernière carte, c'est le CLC, avec toujours Mosengo, mais Mosengo avait vendu la carte que moi je contrôle les catholiques, donc il y a beaucoup de paroisses partout. Si jamais on met tout ceci en branle, ça va fonctionner. Ça n'a pas fonctionné, mais non. La dernière prestation Atlantique Consul aux États-Unis, donc par Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, a donné un argument de plus à ces grandes puissances de ne plus faire confiance ni à cette opposition qui était, ma foi, globalement faible, mais de choisir une nouvelle carte. C'est là où intervient maintenant la Belgique. La Belgique, qui est en quelque sorte la spécialiste de la RDC et qui vend toutes les cartes et les solutions sur la RDC, est partie voir les Américains, bien entendu, la CPI, pour sortir Jean-Pierre Bemba. Et lui va peser dans la stratégie actuelle. Et donc, parallèlement à toutes ces stratégies,
on veut faire jouer la sous-région. Parce que, auparavant, les cartes qui consistaient aux grandes puissances de venir directement agir comme ils ont fait en Libye par l'OTAN ou par les Nations Unies, bon, d'une manière un peu indirecte en Irak et peu partout, ça ne fonctionne plus. Ils ne veulent pas faire tuer leurs propres compatriotes. Ils vont faire jouer la sous-région. D'où l'intervention de Kagame, président de l'Union africaine certes, mais qui a l'emprise sur la RDC. L'intervention de Lorenzo qui vient d'arriver, qui n'a pas l'expérience et la gouvernance un peu dans la sous-région. Mais aussi Sassou Nguesso qui préside un peu la CRGL au niveau actuel, en tout cas de la sous-région, pour pouvoir peser quoi? Sur la politique intérieure. Parce que tous les acteurs congolais ont toujours des pendants à l'extérieur. Au Rwanda, accessoirement à Brazzaville, comme par exemple Mosengo. Et donc, cette carte consistait à faire quoi? Faire pression sur le président Kabila par rapport au processus électoral pour qu'il n'y ait pas élection en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si la classe politique de l'opposition aujourd'hui va aux élections, elle va perdre, elle n'est pas très bien organisée, elle n'a pas les moyens de faire la campagne électorale, etc. Donc ça ne va pas fonctionner. La majorité risque, si Joseph Kabila est candidat, il va gagner. Si un candidat de la majorité se présente, il va gagner. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà commencé la campagne avant, ils ont l'assise, ils ont la territoriale. Tout ceci fait que cette pression de la sous-région va pouvoir peser sur la RDC. Et l'élément qui puisse expliquer tout cela, c'est la fameuse lettre de Cohen, qui a annoncé déjà la libération de Mbemba pour préparer l'opinion, mais aussi qui dit, si Joseph Kabila est candidat à l'élection présidentielle, les pays voisins vont attaquer. Ça veut dire quoi? C'est pour faire pression sur, d'abord, les Congolais, le président Kabila et même la majorité, de ne pas vouloir espérer un troisième mandat parce qu'ils veulent changer le leadership. Ce qui est en filigrane ici, c'est les codes miniers. Les grandes puissances, par exemple, la Suisse, Glencore, Canada, beaucoup de miniers sont de ces pays-là. Ils ne veulent pas appliquer les nouveaux codes miniers. Comme on le voit, la RDC est au centre des discussions tant sur le plan régional qu'au niveau international. Une situation qui amène certains acteurs politiques et experts congolais à parler d'ingérence des puissances étrangères en République démocratique du Congo. La RDC, qui détient à elle seule à ce jour plus de 80% de la production mondiale du cobalt et du coltan, ce qui représente un enjeu économique majeur. Guillaume Manjolo. La transition énergétique commande que, dorénavant, la RDC va remplacer tous les pays producteurs du pétrole sur la planète. C'est un multimilliard de dollars chaque année, parce que nous détenons plus de 80% de la production mondiale. Partant de là, on va déverser énormément d'argent ici, qui va profiter au peuple congolais. Bon, dans cette subtilité particulière, le peuple congolais, à travers non seulement son Assemblée nationale et son chef de l'État, ont convenu de modifier tant soit peu simplement les codes miniers. Avant les codes miniers, il n'y avait pas tous ces mouvements qui font accélérer les découpages assez rapides parce que cette conscience-là. Et en plus, quand on regarde que certains fils de la République, arrivés aux responsabilités dans les cadres de l'opposition, par les truchements de cette activité-là de 2 accords, s'ouvrent à cette conscience nationale et disent qu'effectivement, dans les cas du Front commun, ils peuvent participer à protéger cet espace au même titre qu'en 1960. Abaco, MNC, Conacat se sont mis ensemble pour dire « nous ne pouvons pas négocier avec vous les Belges sans la présence de Lumumba ». Voyez-vous cette conscience nationale est aujourd'hui dans certaines têtes, mais en même temps, d'autres qui sont encore restés dans la soumission ne peuvent pas le comprendre. Mais simplement, au niveau de la région, nous avons mis en place des mécanismes. Dans les cadres de la SADC, il y a 2 organes. Il y a la Troïka qui organise la gestion politique au quotidien, et il y a la petite Troïka, composée de 3 chefs d'État, qui organise les matières diplomatiques, défense et sécurité, notamment les processus électoraux. À ce titre particulier, il s'est tenu une réunion à Luanda, pilotée par l'Angola. Quel était un des points à l'ordre du jour? La RDC. On a invité, parce que Joseph Kabila n'est pas membre de la double Troïka, donc il avait été invité pour qu'on puisse l'entendre sur la situation de son pays et ce que proposait la région. La région, dans ce communiqué final, a proposé une feuille de route, a dit ce qu'il fallait faire. Il me semble que 2 mois plus tard, il n'y a rien en termes d'obligation de la RDC lié à cette convention-là, à cette feuille de route qui a été dénaturée par nous. Rien. Alors on ne comprend pas très bien. L'Angola, qui est un pays frère, il est emporté dans un mouvement de ce qu'on appelle le tout unisono. C'est-à-dire qu'ensemble, nous devons absolument découper la RDC. L'Angola, ne restez pas, vous allez rater. Puisque la fête sera grande, tout le monde va pouvoir trouver sa part. Si vous ne venez pas, vous allez rater. Mais c'est méconnaître la situation actuelle. Parce que les pays qui étaient plus ou moins 180e en termes de puissance militaire est aujourd'hui 10e d'Afrique. C'est la RDC. Les pays qui n'avaient pas une certaine conscience collective nationale, là aujourd'hui, à travers toutes les messes qui se sont passées,
et la sortie de Jean-Pierre Bemba et toutes les messes qui se sont passées, notamment ceux qu'on a vu partir à Kigali faire de Salam Alek, alors que leurs populations de l'Est ont été massacrées massivement par ces mêmes pays, voilà, toute cette conscience. Il y a d'un côté la conscience et de l'autre côté l'absence de conscience. Et ceux qui n'ont pas la conscience ont démérité et même ont été rejetés par leur chef. À ce propos, justement, la déclaration du président français Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec les chefs d'État angolais et rwandais à Paris, tout dernièrement, avait jeté de l'huile sur le feu, provoquant ainsi une vive réaction des autorités congolaises. En effet, ce jour-là, Emmanuel Macron avait déclaré, je cite, « vouloir soutenir l'initiative régionale sur la RDC ». Guillaume Manjolo. J'ai suivi cette triomphe bruyant à Paris où les gens pouvaient sortir tout ce qu'ils voulaient parce que c'est quasiment une sorte de célébration et une ivresse particulière lorsqu'il s'agit de la RDC. Mais la RDC d'hier n'est pas la RDC d'aujourd'hui, malheureusement pour la plupart des gens. Les principes de la SADC exigent que les activités de la SADC se passent au niveau de la SADC. On ne doit pas les porter à l'extérieur. Ce sont les principes majeurs de la gestion de la région. La RDC, en 2009, a présidé la SADC. Nous avons été confrontés à la situation au Madagascar, au Zimbabwe. Vous n'avez jamais entendu les chefs de l'État congolais sortir en public et notamment à l'étranger. L'Angola a été un des tout premiers pays qui était contre l'impérialisme. Qu'on se souvienne, c'est-à-dire que le fait qu'un pays étranger puisse, d'une manière ou d'une autre, imposer sa vision sur une autre, ce n'était pas acceptable. Et à cette fin-là, l'Angola a pu avoir l'accompagnement de Cuba, l'accompagnement d'un certain nombre de pays, notamment la Russie, par rapport à la lutte dans la période de la guerre froide. Il est inconcevable aujourd'hui que l'Angola sombre aussi facilement dans les facilités qui sont celles-là, parce qu'il faut obtenir des contrats de la France, avoir des facilités de visa, aller vendre son âme à la France, alors que les règles qui organisent la SADC et la région ne permettent pas ce type de sortie. Nous ne pouvons pas, après avoir versé autant de sang, notamment en ce qui concerne l'Afrique du Sud avec l'apartheid très très dur, l'Angola avec toutes les guerres où intervenaient les deux grandes armées de la planète, à savoir les États-Unis d'un côté soutenant l'UNITA et de l'autre côté la Russie et Cuba soutenant l'MPLA. Après être sorti de tout ça et revenir pour aller faire des Salam Alek à la France. Mais notre qualité d'homme est où? Qu'on puisse reprocher certaines choses dans la gestion de la RDC par les voisins, qui sont en même temps nos frères, c'est une chose. Mais il y a des mécanismes de discussion qui sont opérationnels jusqu'aujourd'hui. Nous sommes la terre promise, et la terre qui recèle l'essentiel des matières premières de la planète. Sarkozy est venu vous le dire ici en face, vous avez trop de matières premières à partager avec les autres. Au niveau de l'Union africaine, on a toujours dit que les découpages qui ont été faits en Afrique n'étaient pas avec la volonté des Africains. Alors il est tout à fait inacceptable, philosophiquement, spirituellement, que les Africains aillent encore en France pour parler d'un autre pays africain sans sa présence et tout ça. Alors que c'est dit aussi bien dans l'instance de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qu'au sommet de la SADC, entre les deux troïkas, la grande troïka et la petite troïka. L'intelligentsia africaine, dans son ensemble, estime que les matières africaines doivent être traitées par les Africains. Il y a un problème. Problème de soumission à une autorité extérieure qui continue maintenant, qui reprend sa place dans les concerts des nations, et ce n'est pas acceptable. C'est une honte pour l'Afrique. On ne peut pas se prévaloir d'une indignité. Et c'est le cas pour l'instant. Nous sommes dans l'indignité et nous applaudissons l'indignité. Donc, ces triomphes bruyants que je vois ici et là et tout ça, les gens sont contents de voir qu'effectivement, au niveau des instances internationales, et les gens sont en train de pouvoir vilipender la RDC, ils sont contents. C'est-à-dire que votre part des Congolités disparaît au motif qu'on attaque votre gouvernement. Alors que ce qu'on attaque, c'est les Congos en général. On n'a pas à se soumettre à l'agenda international. C'est pas puisque les gens vont faire des Salam Alek en France que nous devons nous soumettre à cette supercherie. Ça n'a aucun intérêt. Nous sommes dans une autre dimension. Ce n'est pas en harmonie avec notre nouvelle philosophie en ce qui concerne l'Afrique australe, terre de freedom fighters, et en ce qui concerne l'Afrique entièrement, qui a souffert d'énormément d'exactions venant de ces gens-là. Comment voulez-vous qu'un bourreau d'hier, un esclavagiste d'hier, c'est lui qui a érigé les codes noirs pour mettre l'homme noir comme une marchandise, que ce type-là ait le culot de nous expliquer comment on doit fonctionner, sur quel fondement? Comment voulez-vous que deux dictatures soient accueillies avec énormément d'applaudissements dans un pays démocratique pour pouvoir soutenir l'idée selon laquelle ils doivent faire la loi dans un pays voisin et la souveraineté dans tout ça? On a eu 6 millions de morts dans la partie est du fait du Rwanda et des autres voisins. Le Congo, jusqu'à aujourd'hui, est victime de ces gens-là. On a eu 2 grandes formations politiques et militaires qui ont fait qu'on puisse découper le pays quasiment en 3 avant les institutions mises en place par Joseph Kabila.
les RCD, les MLC. Les RCD étant d'obédience rwandaise. À la suite du RCD, on a eu les CNDP. Où sont passés les Kundabatouare, les Tanganda, les Moutéboussi? Ils venaient d'où ces gens-là? Et quel est ce culot-là qui peut permettre à certaines personnes de nous donner des leçons par rapport à la démocratie, à l'intégration des uns des autres, par rapport à un accord interne? On n'a jamais été voir comment ça se fait que les anciens Hutus sont passés où exactement au niveau du Rwanda, et ceux qu'on assassine dans les hôtels en Afrique du Sud et un peu partout, tout ça, c'est quoi ces problèmes? Les femmes qui sont humiliées, l'absence des partis politiques, les mandats modifiés en cours, et la longévité interminable pour un chef d'État. Tout ça, est-ce que nous, on en a parlé? Est-ce qu'on a dit qu'effectivement, il y aura des problèmes dans ce pays-là qui feraient en sorte que les incidences soient plutôt cruciales pour la RDC? On n'a jamais parlé de ça. Même si effectivement, on a une incidence majeure. La France est à la base de l'ouverture de nos frontières pour accueillir les Interam et autres FDLR. La France est à la base de ça. A-t-elle réglé les problèmes jusqu'aujourd'hui? Non. Elle veut se rabibocher avec les Rwandais sur notre dos, alors que la France est à l'origine de l'ouverture. Ceux de vous, turquoise, les gens oublient très vite. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est l'autorisation et un mécanisme sui generis proposé par la France pour que ceux qui étaient en train de tuer là-bas traversent chez nous. Et on a les conséquences jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on en parle? Parce que l'élection, après tout, ne se tiendra pas au palais de l'Élysée, ne se tiendra pas à Washington. Je vois quelques personnages qui se disent célèbres faire le tour du monde, aller chercher comment on peut les soutenir. C'est cette capacité extraordinaire d'affirmer l'infériorité de la race noire qu'on est en train de promouvoir. C'est dit dans les textes d'Arthur de Gobineau. Le noir est inférieur. Il viendra toujours au pouvoir pour solliciter le pouvoir chez lui. C'est dans ce contexte que la RDC a réactivé l'accord militaire de 1999 avec la Russie. Cette convention, qui vient d'être adoptée par le Sénat congolais, renforce davantage la position de la Russie dans le domaine militaro-technique en Afrique. Et Moscou, qui a tiré donc les leçons de la destruction de la Libye, pointe désormais un doigt accusateur vers l'ingérence occidentale dans les affaires intérieures de nombreux États, notamment africains. C'est dans cet esprit également que Moscou a dépêché à Kinshasa, 3 jours plus tard après l'escale de Sergueï Lavrov à Kigali, et une semaine après la fameuse déclaration d'Emmanuel Macron sur la RDC, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, lequel a plaidé pour la non-ingérence dans la crise politique et la souveraineté de la RDC. Jean-Marie Kassamba. La Russie n'a pas voulu et ne veut plus ce qui s'est passé en Libye. Parce que on a trompé à l'époque qu'on allait protéger les gens de Benghazi parce qu'ils étaient massacrés par Kadhafi, etc. Et bien on est arrivé à déstructurer la Libye, à casser la Libye. Aujourd'hui, tous les migrants qui vont en Europe, en passant par l'Italie ou même l'Espagne, etc., c'est les conséquences de ce qui s'est passé en Libye. Toute la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, malgré G5 Sahel, tout ce que vous voyez au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, un peu partout, c'est conséquence de ce qui s'est passé en Libye. Et donc, la Russie a décidé désormais de jouer le rôle des soupapes, d'empêcher qu'on vienne s'ingérer dans les affaires des États, donner des dictats. Alors, pour illustrer un peu tout ceci, c'est ce qui se passe en ce moment en République centrafricaine. La France était venue, on a chassé Bozizé, avec la complicité notamment du président tchadien, parce qu'on a fait entrer Seleka, etc. Mais la France est partie, laissant encore le chaos derrière. Il y a eu même des viols là-bas, etc. La France est partie. Aujourd'hui, la Russie a pris pied en République centrafricaine. La protection, par exemple, de l'actuel président de la République centrafricaine, c'est faite par les Russes. En ce moment, d'ailleurs, l'équipement militaire, la formation de l'armée centrafricaine, c'est la Russie. La Chine joue aussi un rôle très important dans cette géopolitique mondiale. La Chine n'a pas accepté, par exemple, que le Soudan, on a partitionné le Soudan, on dit voilà le Sud-Soudan parce qu'au Darfour, on massacrait des gens, etc. Il y a eu beaucoup de publicité là-dessus. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait couper le Soudan du Sud avec beaucoup de pétrole et laissant le Soudan du Nord avec les Arabes, etc. Aujourd'hui, c'est la guerre. Il n'y a plus cette protection des minorités, les chrétiens qu'on parlait au Sud-Soudan, il n'y en a plus. Et donc la Russie ne veut plus, la Chine non plus ne veut plus de ça. C'est pour ça que la Chine vient d'offrir à la République centrafricaine beaucoup d'équipements militaires, d'assistance, etc. Dans notre pays, qu'est-ce qui s'y joue? Lorsque Lavrov, l'actuel ministre des Affaires étrangères russe, était en route pour l'Afrique du Sud, il a demandé à faire l'escale à Kigali, chez Kagame, en tant que président de l'Union africaine. Pas parce que la Russie a envie de faire des choses avec Kagame, non. C'est pour avertir que Kagame ne peut plus jouer le rôle qu'il a joué dans les années 90, avec par exemple la guerre de l'AFDEL. Rappelez-vous que Kagame Museveni était choisi pour pouvoir dépiécer, exploiter la RDC avec ce nouveau leadership
incarné par Clinton, etc. Ça a créé que beaucoup de misère, plus de 9 millions de Congolais sont morts, etc. Aujourd'hui, la RDC ne peut plus vivre la même situation. Et donc, l'avertissement à Kagame. Maintenant, Poutine a envoyé son collaborateur le plus direct, Bougadov, ici pour rassurer les Congolais que la situation qui a prévalu autrefois avec des injonctions, avec des interventionnismes, c'est terminé. On a même ressurgi l'accord que Mouzé, à l'époque, avait signé, mais n'était pas encore parrainé par le Parlement national en matière de sécurité stratégique, etc. Le Parlement vient de voter cet accord pour permettre quoi? Une certaine formalisation de cette coopération. Et donc, même s'il y a toujours cette agression potentielle, cette guerre potentielle, parce que là où il y a des matières premières, la guerre est toujours présente, il faut que les Congolais se réveillent, notamment les intellectuels, notamment la classe politique. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est du réel. Parce que le cobalt aujourd'hui se vend à plus de 100 000 $ la tonne. Le véhicule de demain, c'est même pas de la semaine prochaine, c'est de demain. C'est le véhicule propre. Donc, nous avons 80% des réserves du cobalt. Aujourd'hui, on négocie avec la Corée du Nord pour sortir du nucléaire. Mais qui fournit les matières fissiles? C'est nous, l'uranium. Donc, celui qui contrôle la RDC contrôle à la fois toutes les matières stratégiques, cobalt, uranium, et puis tout le reste. Quand on dit centre du monde, ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est parce que non seulement nous avons l'eau, vous voyez la guerre qu'on a avec les Tchadiens par rapport à l'eau, les Égyptiens nous soutiennent par rapport à ça, mais aussi l'industrie de demain. La première révolution industrielle, c'était ce qu'on a connu dans les années 30, avec l'automobile, etc. Deuxième révolution, les télécoms. Nous avons connu plus de 8 millions de morts ici. Ça n'a pas affecté les grandes puissances. Ils ont pompé du coltan à l'Est, etc. Les morts, nos morts, on n'a pas tenu compte de ça. Maintenant, qu'il y ait des morts congolais parce qu'on veut exploiter le cobalt congolais, l'uranium congolais, les gens s'en fichent. Est-ce que vous ne voyez pas que la libération de Jean-Pierre Bemba, les fameuses victimes centrafricaines, 5000 répertoriés. Toutes les organisations de défense de l'homme ont dit voilà, Bemba bourreau, etc. Mais lorsqu'il fallait lever l'option de prendre un pion sur le plan politique et géostratégique, ils ont marché sur ces victimes. C'est ainsi que s'achève cette émission.